Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible. Pour les petits moteurs turbopropulseurs et turbomoteurs ou turboshaft pour les moteurs d'hélicoptère, donc pour ce type de moteur-là, on a besoin d'un petit compresseur qui est aérodynamique, mais qui va compresser l'air quand même. Donc, on ne veut pas avoir beaucoup d'étages. On va mettre un compresseur axial en premier et sur le même arbre, donc là, il va tourner à la même vitesse, on va mettre un étage de compresseur centrifuge. Ce qui arrive, c'est que entre le rotor et le carénage, et entre les ailettes du stator et le corps du compresseur, mais on a beaucoup d'espace. Donc l'air va aller s'échapper là pour ne pas être compressé. Le compresseur centrifuge, lui, va aspirer toute cette air-là, compressée ou non compressée, et il va la compresser à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on vient jumeler le compresseur centrifuge et le compresseur axial. Donc on l'appelle le compresseur mixte. Les deux premiers points représentent la raison pour laquelle on fait des compresseurs mixtes. Donc, il y a beaucoup de pertes en bout de pale sur les compresseurs axiaux. Donc, l'étage centrifuge va aspirer toute cette air-là qui n'est pas compressée, il va la compresser. Les deux dernières raisons sont un gros problème. L'efficacité des compresseurs. Donc, le compresseur centrifuge, donc, il a besoin de beaucoup de force centrifuge pour compresser l'air. Donc, il est peu efficace à bas régime et très efficace à haut régime. Notre compresseur axial, lui, est très efficace à basse révolution et moins efficace en haute révolution. Donc, il va envoyer beaucoup d'air dans notre compresseur centrifuge à bas régime et le compresseur centrifuge ne sera pas capable de prendre toute cette air-là. Imaginez un exemple, un sauveteur sur le bord d'une piscine qui fait la respiration artificielle sur un bébé. Il ne prendra pas une grande respiration pour souffler sur le bébé, il va y aller délicatement. Donc, le moteur est obligé d'avoir un système pour faire sortir de l'air du compresseur axial jusqu'à ce que le compresseur centrifuge soit capable de prendre toute l'air que le compresseur axial lui envoie. Donc, c'est une soupape de décharge qu'on appelle la bleed valve qui va laisser sortir cet air-là que le compresseur centrifuge ne soit pas capable de prendre. Donc, lors des essais, avant que le moteur s'en aille chez le client, la compagnie va faire des essais pour faire en sorte que notre soupape de décharge ferme au moment voulu dans la puissance du moteur. Lorsque cette soupape de décharge-là est entraînée ou contrôlée par un système informatique, on est capable, à cause de la vitesse de l'informatique, on est capable d'aller réduire les limites, les marges de manœuvre, donc la marge de sécurité. Lorsqu'elle est mécanique ou pneumatique, comme sur l'image ici, on est obligé d'avoir une marge de sécurité d'à peu près 10%. Tandis que sur un système électronique, on peut aller aux environs d'une marge de sécurité de 2%. Donc le moteur, juste avec le système électronique, a un gros gain de puissance et de performance. On voit ici l'installation d'une bleed off valve sur le compresseur. Donc on voit que la bleed off valve est entre le compresseur centrifuge qui se trouve au fond de la photo et le compresseur axial qui est au début de la photo à droite. Et on voit dans le schéma blanc une bleed off valve. Donc, le P3, la petite flèche bleue qui est à gauche de la photo en haut. Donc, le P3, c'est la pression d'air à la sortie du compresseur qui rentre dans un petit tuyau, passe à travers un orifice et va pressuriser une chambre en dessous de la ligne rouge. La ligne rouge étant tout simplement une membrane pour faire une chambre à part, une chambre scellée. Et le piston qui se trouve vers le haut, on voit une petite flèche avec P2.5 dessus. Donc le P2.5, c'est la pression à la sortie du compresseur axial qui vient pousser sur le piston et qui fait qui vient essayer de forcer contre, dans le fond, la membrane et la pression P3 qui a passé à travers notre orifice. L'orifice a pour effet de faire baisser la pression P3. Donc P2.5 au départ
est grande parce que le compresseur centrifuge, compresseur axial, c'est-à-dire est très efficace, tandis que le compresseur centrifuge n'est pas trop efficace. Donc le P3 est proche du P2.5. Donc en faisant passer par l'orifice, ben, le P2.5 est plus grand que le P3 modifié, ce qui fait ouvrir la soupape. Et lorsque le compresseur est à sa vitesse maximum, mais là, à ce moment-là, le P3 est vraiment fort parce que le compresseur centrifuge fait son travail et le P3 devient plus grand. Dans le fond, le P3 modifié devient plus grand que le P2.5, ce qui fait que la soupape va fermer et toute l'air va s'en aller vers le compresseur. Ici, je vous représente les courbes de pression par rapport à la vitesse de rotation. On regarde sur l'axe des X. Le N dans les paramètres de test, c'est tout le temps une vitesse de rotation. Et le G, c'est tout le temps la production des gaz pour faire faire tourner dans le fond la turbine du compresseur. Donc, on a la relation entre la pression produite et la vitesse de rotation. On remarque que le compresseur axial, la courbe du compresseur axial ressemble à celle du COVID-19, donc une très grande augmentation au début, puis ça plafonne à un moment donné. C'est celle que le Québec voulait avoir avec un plafonnement à la fin. Et le compresseur centrifuge, on a une petite augmentation au début, une très grande augmentation à la fin, lorsque le compresseur est rendu à sa vitesse maximum. Donc, c'est ici, dans le fond, qu'on comprend que le compresseur centrifuge, au départ, n'est pas capable de prendre toute la pression que le compresseur axial peut lui donner. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une BOV. Les premiers systèmes de contrôle électronique des moteurs étaient simplement sur les BOV. On ne voulait même pas toucher au carburant. On voulait tout simplement que la BOV ouvre au moment où on le voulait. Donc, c'est pour ça que je vous mets ces deux images-là. À droite, à gauche, c'est-à-dire, on a une BOV qui est mécanique, tandis qu'à droite, on a une BOV qui est électronique. Donc, on voit en haut, dans le milieu, from et ici, dans le fond, c'est la puissance, une puissance électrique qui fait tout simplement aimanter, dans le fond, créer un champ magnétique à travers une bobine. Et le petit T jaune vient basculer pour envoyer de la pression sous le piston et donc faire ouvrir dans le fond fermer notre piston, donc garder toute la pression à l'intérieur du moteur. Et si on enlève l'électricité à travers ce petit T jaune-là, ce solénoïde-là, mais toute la pression va aller à l'extérieur, donc dans le petit orifice jaune à droite en haut. Donc, c'est ça que les constructeurs nous demandaient au début des systèmes électroniques d'avion. Ici, je voudrais vous faire remarquer qu'on a un compresseur axial et sur un autre arbre, on a un compresseur centrifuge. Donc, c'est pas un compresseur mixte, c'est un compresseur axial. Donc, un corps de compresseur axial en bleu et un corps de compresseur centrifuge en vert. Et on voit que le compresseur centrifuge a une turbine et le compresseur axial de 3 étages a une turbine lui aussi. En bleu un peu plus pâle, à la fin, on a les turbines qui font tourner l'arme pour faire tourner l'hélice. Donc, on a le moteur ici d'un Q400, Dash 8 Q400 de De Havilland. Des moteurs d'avion dans les trains, c'est pas nouveau. Donc, le PT6, dans les années 60, a eu une incursion dans les trains. Malheureusement, les mécaniciens aimaient le diesel parce que ça demandait beaucoup d'entretien. Le moteur d'avion ne demande pas d'entretien, ou presque pas. Donc, les mécaniciens de diesel, des locomotives, ont saboté un petit peu nos moteurs. Et Pratt est revenu avec Barack Obama au début de son règne. Un des mandats que Barack Obama voulait faire, c'est de réunir tous les États-Unis à travers un train haute vitesse. Et il avait choisi, dans le fond, un train bombardier avec des PW150. PW150, c'est les moteurs pour le Q400. Donc, on avait chez Pratt ou à Longueuil, on avait expérimenté, dans le fond, des moteurs d'avion accouplés à des génératrices
pour faire l'électricité pour bouger un train. Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible.